Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Son pari était audacieux, faire adopter un texte réduisant drastiquement les pouvoirs du Sénat. Mais Matteo Renzi a été désavoué par près de 60% des Italiens qui ont dit non à sa réforme. Le chef du gouvernement italien a toujours cru en une stratégie de communication à la fois volontariste et très personnelle, liant ainsi son avenir au résultat du référendum. Sa démission est donc logique. D'un point de vue plus politique, la presse italienne notait que le vent de droite qui a soufflé en Europe et aux États-Unis ces derniers mois vient de s'abattre sur l'Italie, ouvrant une nouvelle page d'incertitude institutionnelle. Les titres de votre 20h. Après le relancement, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Nous en parlons avec le journaliste Sébastien Pisani et le sondeur Jérôme Paoli, producteur son documentaire et l'événement télé de cette fin d'année. Jean-Jacques Thor est l'invité de votre 20h. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Philippe. Bienvenue dans Pendant le 20h. Merci de m'accueillir. Je suis un peu impressionné parce que c'est mon premier pendant le 20h et c'est vrai. Je m'attendais à être dans le décor du vendredi, plus rond, plus là. Non, là on n'est pas dans le décor du vendredi, c'est le décor de la semaine. Oui, parce que celui-là c'est plus impressionnant. Je ne sais pas si c'est plus impressionnant, mais vous avez raison de le dire. Nous avons deux pendant le 20h du lundi au jeudi, une émission plus sociétale où nous essayons de décrypter l'actualité. Et le vendredi, beaucoup plus culturel, où nous laissons la place aux opinions de nos esprits critiques. Donc ce soir, c'est avec vous, Jean-Jacques Thor. Vous êtes le producteur du film Tamanta Strada, réalisé par le journaliste politique Jean-Baptiste Prédal et le réalisateur Emmanuel Carne. Décembre 2015, la liste nationaliste emmenée par Gilles Simeone et Jean-Guy Talamone remporte les élections territoriales corse. C'est l'un des moments les plus importants de la vie politique insulaire. Le film revient sur ces jours et au-delà sur les coulisses et l'exercice du pouvoir. Que retenez-vous? Quelle image retenez-vous de ce 13 décembre 2015 ? Je pense que l'image que je retiens, c'est lorsque j'ai entendu les résultats, comme je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les foules et les choses comme ça, je suis rentré sagement au village à Koutuli. Et l'image que je retiens, c'est les gens qui partaient du village, de toutes les générations, et qui descendaient en klaxonnant, qui descendaient à Ajaccio pour faire la fête. Ça, je pense que c'est quelque chose que je retiens, parce que j'ai vu les voitures de personnes âgées, de jeunes. On sentait que tout le monde avait envie de partager la fête ce soir-là. Et ça, je pense que c'est un moment fort. Alors, je l'ai dit, le documentaire s'intéresse aux coulisses du pouvoir. Également, il y a des images inédites où on voit l'exécutif, on voit Gilles Simeone avec ses collaborateurs travailler. Justement, Gilles Simeone, insaisissable, paraît-il, pour les médias, pour les journalistes. Insaisissable, je ne sais pas. On peut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de disponibilité. Mais quand on voit ce qui arrive à François Hollande, on se dit qu'il vaut mieux finalement de ne pas avoir beaucoup de disponibilité. De ne pas trop faire de off, n'est-ce pas ? De ne pas avoir beaucoup de disponibilité pour les journalistes. Mais en tout cas, lorsqu'on lui a fait cette proposition, lorsque je lui ai fait cette proposition, quelques jours après son élection, je crois que c'était entre Noël et le jour de l'an 2015, en plein événement des Jardins de l'Empereur, il a dit oui tout de suite. Donc ça veut dire qu'il nous a fait confiance en fait pour qu'on le suive. Et ensuite la disponibilité, c'est tout à fait autre chose. On le voit dans le film qu'il est sollicité de toutes parts, des SMS, des mails, des réunions, etc. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules et je comprends qu'il n'ait pas de temps à perdre avec des journalistes. Alors justement, comment ça s'est passé le travail, votre travail et la relation qu'il a eue avec le journaliste politique Jean-Baptiste Prédal qui a réalisé le film avec Emmanuel Carne? En fait, on avait décidé d'emblée de ne pas... que dans le film, il y ait 3 sources d'images, qui est les images de France 3 Corse via Stella, des équipes d'actu de France 3 Corse via Stella. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier ici via Stella de nous avoir fait confiance et de nous confier ces documents qu'on peut qualifier de précieux. Ensuite, il y avait toute une série d'interviews qui étaient faites dans un studio qu'on a créé aussi bien à Ajaccio qu'à Bastia et à Corte. Et ensuite, des images plus portées, des images où
suivait Gilles dans différents moments, des moments clés de son action. Alors le film, on peut dire qu'il y a eu 2 phases de tournage. Il y a eu la première phase qui a été réalisée par Sylvie Garat, qui est une journaliste qu'on connaît bien ici, à France 3 Corse-Biasté. Et puis ensuite, pour des raisons de santé, elle n'a pas pu poursuivre. Et donc, Jean-Baptiste Prédal a créé, comme l'avait fait Sylvie Garat, une relation avec Gilles Simeone. Et c'est une relation tout à fait humaine, personnelle, des échanges de SMS, on se voit là, viens là, des choses comme ça. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé parce que, malgré l'absence de disponibilité, quand cette relation a été créée, il n'y a pas eu du tout d'envie de contrôler ce qu'on faisait, etc. Je pense que les choses on est dans une relation de confiance et il a laissé les réalisateurs faire leur travail. Alors, je le répète aux téléspectateurs, on suit les coulisses. C'est important parce que c'est rare, surtout en Corse, de suivre comme ça les coulisses. On vous a ouvert la porte, notamment des réunions. Et ce qui est des réunions confidentielles, je vais le dire comme cela. Mais ce qui est aussi intéressant, ce sont les points de vue des intervenants du film. Il y a des journalistes, il y a des fins observateurs de la vie politique insulaire. Et il y a aussi des opposants. Mais justement, sur les opposants, Jean-Jacques Thor, on a le sentiment que même les commentaires, les analyses qu'ils font ne sont pas d'une franche opposition. Hein. On a l'impression quand même que Gilles Simeone, il y a toujours autour de lui un sentiment comme ça, alors pas d'impunité, mais en tout cas, tout va bien pour le moment. Alors je disais tout à l'heure à un des journalistes qui va être sur votre plateau dans quelques instants que moi je ne suis pas journaliste et je ne sais pas commenter la vie politique. C'est-à-dire que je peux vous donner mon point de vue de citoyen, je peux vous donner mon point de vue au café, je peux vous dire mes opinions, mais sur l'observation de la vie politique, c'est ce qui a été le plus difficile, ça a été de trouver la bonne personne. Et je pense que Jean-Baptiste Prédal, il était justement la bonne personne parce qu'il était en distance. À la fois, c'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un dont l'œuvre littéraire, c'est quelqu'un qui a fait ses débuts en Corse comme auteur journaliste. C'est un écrivain dont les œuvres se passent en Corse. Et il est à la fois un regard distancié, à la fois un regard de l'intérieur. Et c'est lui, on a beaucoup échangé tous les deux, mais c'est lui qui a choisi de faire parler les gens qu'il a fait parler, aussi bien le politologue, parce qu'on parle bien sûr de la majorité actuelle, avec Jean-Guy Talamogne, Gilles Simeone et Jean-Christophe Angelini. Il y a aussi des observateurs, des journalistes, le politologue André Faz, et il y a ensuite 2 opposants. Et les opposants, pour les choisir, Jean-Baptiste Prédal a été assez... sa sensibilité l'a porté vers l'aspect générationnel. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est puisqu'on est dans un renouveau de la vie politique corse, il faut voir si ces opposants-là sont des gens qui sont forcément critiques avec le pouvoir en place, mais ce qui l'intéressait, c'était de voir si on sentait qu'on était en train de construire quelque chose au-delà des... Alors on va citer les opposants. Hein, les opposants, c'est Maria Guidicelli pour le Prima Corsica, je crois que c'est son groupe à la collectivité de Corse, et Jean-Martin Mondologne pour le Rassemblement. Oui. Donc en fait, on a dans ce film finalement toute la même génération qui s'exprime, qu'elle soit au pouvoir ou pas, et qu'elle soit victorieuse ou pas. Juste, le président sortant, vous lui avez demandé, il a souhaité intervenir ? On avait pensé à le solliciter jusqu'à ce que Jean-Baptiste Prédal décide que c'était plus opportun d'avoir cet aspect générationnel. Toujours cet aspect générationnel. Je vous propose de regarder quelques images du film et nous en parlons ensuite. Oui, cela a été un très long chemin. Tamantastra. Mais à partir d'aujourd'hui, une autre histoire commence. Et nous allons l'écrire ensemble. L'emo da scrivere insieme. E viva la Corsica, e viva il popolo corso, e viva la democrazia. Le soir du 13 décembre, les choses se sont passées vite. Il y a eu cette espèce d'effervescence, ce moment de bascule où nous avons compris que
Le rêve était en train de devenir réalité. Dès les premières heures qui suivent l'élection, même s'il y a une fête, même si les gens sont dans la rue, on sent de la part des candidats un énorme poids. C'est un véritable séisme. Et on vit le moment dans la joie, mais en même temps, on ne pèse pas toutes les conséquences. Oui, c'est une victoire historique. Ça ne veut pas dire pour autant que l'histoire s'arrête maintenant. Au contraire, elle commence. Là, nous sommes face à l'État en situation de responsable de notre pays, de responsable élu. M. Valls, lorsqu'il nous a reçus dans les jours qui ont suivi notre élection, nous a dit qu'il avait pleinement conscience de l'importance de ce qui s'était passé. Il a tenu à le dire. C'était un événement majeur. Bon, il n'a pas ajouté que c'était un événement heureux, ça m'a d'ailleurs étonné. Je suis déçu. Je suis pas déçu. Je suis déçu de voir que c'est si dur. Tortamantastrade, c'est une histoire de l'émancipation individuelle et collective qui trouve sa concrétisation dans l'exercice du pouvoir. C'est une des parties du film. Et c'est peut-être celle qui, d'un point de vue personnel, c'est une émission d'opinion, donc on dit ce que l'on pense, m'a le plus intéressé. Comment, vous, l'observateur, vous êtes le producteur du film. Vous êtes le producteur du film. Comment, selon vous, vivent-ils la gestion quotidienne de la politique? Voilà, ça c'est une colle pour moi. J'ai l'impression que le film, à l'origine, on voulait faire les 100 jours de Gilles Simeoni. Et puis, on s'est dit que finalement, c'était pas très raisonnable et que c'était peut-être un peu du sensationnalisme. C'est comme si, en fait, en gros, on attendait qu'en 100 jours, parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils avaient été toujours dans la revendication, parce qu'ils avaient parcouru ce long chemin, etc., d'un coup de baguette magique, ils allaient pouvoir changer les choses, etc., etc. Et je crois que quand on parle de Tormenta, je crois qu'il faut vraiment, et c'est pour ça qu'on a été d'accord pour baptiser le film comme ça avec Jean-Baptiste, c'est que c'est vraiment le chemin parcouru, mais c'est aussi le chemin qui reste à parcourir. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, et on le voit d'ailleurs dans le film à certains moments, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de s'approprier les outils, en fait, pour mettre en place certaines choses, pour mettre en pratique leurs idées. Maria Judigier le dit à certains moments donné. L'exercice du pouvoir, c'est aussi de ne pas être dans des idéaux, à un moment donné, mais d'être face aux réalités. Je crois que, jusqu'à présent, moi, à ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils ils ont montré à quelques points qui, pour moi, sont quelques moments qui sont importants, qu'ils savaient gérer. Je ne dis pas qu'ils savent gérer la collectivité, mais qu'ils savent gérer l'événement, parce qu'à leur décharge, les quelques premiers jours, ils se sont retrouvés avec une situation où ils ont eu tout à gérer. Et je trouve, moi, en tant qu'observateur, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Maintenant, je crois qu'il faut leur laisser le temps, et puis on jugera plus tard. Alors, il y a le regard aussi de Jean-Baptiste Prédal, le journaliste politique, réalisateur également du documentaire, qui permet de mettre de la distance aussi entre le réel, le quotidien de ces élus depuis le 13 décembre 2015 et la réalité de la gestion du pouvoir. Le documentaire est diffusé à partir de demain sur le site internet, sur Facebook, sur la page Facebook de France 3 Corse Via Style, et en fin de semaine sur notre chaîne. Vendredi, c'est important de le signaler, Jean-Baptiste Prédal sera l'invité du Corsica Zère. Avant de nous quitter, Jean-Jacques, il y a ces deux films. Il y a une collection politique que vous initiez presque. Dans la famille Simeoni, je voudrais le père. Il y a Edmond Simeone, l'esprit militant réalisé par Pierre-Antoine Berrette. En fait, on a qui fait partie d'une belle collection. Voilà, c'est France 3 qui l'a sélectionné pour faire partie d'une collection qui s'appelle Notre histoire politique va vous surprendre et qui est distribuée à tous les parlementaires. Et surtout, ce que je voudrais dire pour le DVD d'Edmond Simeone, c'est qu'on a décidé avec Edmond Simeone et le réalisateur que tous les bénéfices du film
quand il sera vendu, là, pour les fêtes de fin d'année, vont aller à l'association Aiuto Studentino, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette précarité à l'université. Et je trouve que symboliquement, c'était important de les aider, que ce soit Edmond qui les aide. Je trouve que c'est un beau clin d'œil. Ça s'est bien passé dans le décor de semaine pendant le 20h. Il faudra venir, il faudra sortir un documentaire culturel et nous vous inviterons. Ça manque pas. Les projets ne manquent pas. Ben j'imagine. Merci beaucoup, Merci pour votre accueil, Philippe, d'avoir accepté mon invitation. Le débat du soir, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Abdication, renoncement, courage, lucidité. François Hollande, président qui se voulait normal, a entendu ces derniers jours tous ces qualificatifs pour un acte politique unique dans l'histoire de la Ve République. Il ne briguera pas volontairement un second mandat. Se pose alors forcément la question, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Nous en parlons avec le journaliste Sébastien Pisane et le sondeur Jérôme Paoli. Bonsoir, chers amis. Avant de commencer le débat, juste un petit mot sur notre invité précédent, Jean-Jacques Thor, enfin surtout sur le film Tamant Astrade qui relate le quotidien de la vie politique de l'exécutif actuel et principalement de Gilles Siméone. Vous avez hâte de le découvrir? Oui, mais enfin comme vous nous avez montré quelques images, il y a une bonne mise en perspective, moi je trouve, tout à fait. Ce côté coulisses qui est toujours très intéressant à découvrir. Un très beau film. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai envoyé le lien pour que vous le regardiez. Très beau film et beaucoup d'émotions. Donc, film à voir. À voir. Oui, on voit vraiment que c'est une histoire d'homme qui s'écrit. C'est vrai, c'est vrai. Nous aurions pu l'évoquer également avec le producteur Jean-Jacques Thor. Alors, chers amis, une réaction, s'il vous plaît, après le relancement de François Hollande. Avait-il le choix? Pouvait-il être encore candidat de la gauche, d'une partie de la gauche, je ne sais pas comment je dois le dire d'ailleurs, à l'élection présidentielle? Écoutez, sauf à appuyer sur le bouton du scénario du pire, je ne sais pas jusqu'à quel point il avait le choix. Alors, certains parlent de courage, on laissera ça au romantisme du discours politique. Moi, j'y ai surtout vu de la lucidité. Opinion publique française, Jérôme le sait, lui, en tant que sondeur, qui était quand même très opposé à une nouvelle candidature. En interne, sa candidature avait perdu toute légitimité, notamment depuis un certain livre dont on a parlé, lors d'un débat. Là. Donc voilà, non, je crois que là, vraiment, pour moi, le scénario était écrit. En plus... je crois qu'il y a quand même un élément important. Je me suis amusé à relire le fameux discours du Bourget de 2012. Et vous savez, François Hollande disait une chose, c'est qu'il avait été notamment marqué par ce 21 avril 2002, lorsque le PS et Jospin avaient été éjectés du premier tour au profit du Front National. Et je crois qu'il avait bien conscience que c'était clairement le scénario qu'il mettait en place en cas de candidature. Je ne sais pas pour autant que... cette option-là soit écartée aujourd'hui. Mais je pense que ça a dû compter, moi. Ça a dû compter. Oui, mais est-ce qu'il avait le choix? Oui, il avait le choix. Il aurait pu se représenter. Ah, voilà le sondeur qui nous dit... C'est pas le sondeur. Avec des sondages aussi bas. Je me souviens d'un certain président de la République qui avait des sondages extrêmement bas et qui a fini réélu à 85% des voix. Avec 19% au premier tour. Donc vous savez, Jacques Chirac. Il aurait pu y aller. Il a fait le choix de ne pas y aller. Je pense je pense que la primaire de droite a influé sur sa décision. C'est-à-dire qu'il s'est dit, peut-être, si c'est pour finir comme Sarkozy, laminer à une primaire... Juppé. Oui, mais Sarkozy, président sortant. Enfin, on parle d'ancien président ou de président en exercice. J'ai pas envie de vivre la même histoire que Nicolas Sarkozy. Et peut-être que, à mon avis, ça a dû jouer dans le dispositif. Un président sortant... Moi, c'est une opinion. Vous êtes là pour là, c'est le rendez-vous des opinions. Sur laquelle on peut débattre, mais je pense qu'il n'a pas à aller à une primaire. Il y a quand on est un ancien président de la République, et Sarkozy a fait l'erreur d'aller à cette primaire. Il s'est retrouvé quand même... il ne pouvait pas faire autrement. Il s'est quand même, à un moment donné, discuté avec quelqu'un, avec Poisson. On ne peut pas dire qu'on joue dans la même cour. Alors, et en plus, il perd. Donc, moi, je pense que François Hollande, il s'est dit peut-être, après, je ne suis pas dans sa tête, mais l'effet... primaire de droite a sûrement joué dans cette décision. Parce que jusqu'au dernier moment, on se disait est-ce qu'il va y aller, et il aurait pu y aller.
Alors, il a même joué sans doute une stratégie, de vraiment annoncer le plus tard possible, mais on voit que la stratégie s'est retournée contre lui. Alors nous sommes terribles, nous sommes lucides. Tournons la page de François Hollande et intéressons-nous à l'état de la gauche entre sociodémocrates, sociolibéraux, républicains, libéraux, socialistes même. Alors c'est très difficile de trouver une perspective, de trouver aujourd'hui le courant réel de la gauche ou des gauches. Notamment en Corse, nous y reviendrons. Là, il y a un alphabet commun à réinventer, parce que toutes ces chapelles, à un moment donné, avaient su quand même tirer dans le même sens, s'unir. Et là, depuis maintenant... Sous Lionel Jospin, la gauche plurielle. Oui, bon, ça a notamment. duré un temps, 5 ans tout de même. Tout à fait, mais sauf que tout ça a depuis longtemps volé en éclats. On voit d'ailleurs, dans le cadre de la primaire de gauche qui se prépare, le PRG qui est parti de son côté, donc hors primaire, comme Europe Écologie Les Verts, donc des alliés traditionnels qui ne veulent plus participer à cet exercice-là. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé. Elle est atomisée, la gauche. Mais on est dans des guerres d'ego. Atomisée, même idéologiquement. C'est aussi ça qui nous intéresse. Je disais les libéraux, les républicains, les sociodémocrates, les socialistes. C'est très différent. En fait, elle est segmentée idéologiquement. Ouais. Vous avez on va dire la gauche droitière, la gauche gauche, la gauche encore plus gauche avec Mélenchon. Aujourd'hui, il y a ceux qui veulent aller dans le primaire, donc rentrer dans le cadre, ceux qui ne veulent pas y aller pour exister. Donc il y a aussi un mélange de guerre d'ego. Donc chacun va jouer sa partie. Et puis on verra à la fin de la primaire, parce que ça va se recomposer. D'alphabet commun, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même vu, on ne va pas remonter jusqu'à 80, Mitterrand, on voyait les socialistes dialoguer et même gouverner avec les communistes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à envisager. Qu'est-ce qui rapproche un Macron d'un Mélenchon? Macron est hors... Tout à fait. Il ne rentre pas dans le jeu. Non, mais c'est intéressant ce que dit Sébastien, notamment sur le programme commun de la gauche, qui a permis à Mitterrand d'accéder au pouvoir. Sur Lionel Jospin, la gauche plurielle, encore une fois, c'était dans cet esprit. Il y avait un projet idéologique. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat, il y a un candidat, Manuel Valls, qui est candidat à la primaire de la gauche et qui a théorisé les gauches irréconciliables. On est très loin du programme commun, on est très loin de la gauche plurielle, en effet. Elles sont irréconciliables. Et qui veut être rassembleur. Et qui va être rassembleur. Et comme tout candidat, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du cycle d'Épinay? Vous savez, ce cycle d'Épinay, c'est dans l'histoire politique, justement, c'est en 1971. Un certain François Mitterrand. Exactement, le congrès de François Mitterrand. C'est votre côté romantisme. Oui, c'est ça, certainement. Je crois qu'on n'est plus à la même époque. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, il y a une guerre d'ego. Chacun va jouer sa partie sur la primaire et il faudra attendre la fin de la primaire pour voir ce qui se dégage. Aujourd'hui, vous avez Montebourg qui tire à boulet rouge sur Valls. Et réciproquement, parce qu'ils vont rentrer dans une candidature comme Sarko a pu tirer sur Fillon ou sur Juppé. La primaire mettra une partie de la gauche d'accord, puisqu'il y aura un gagnant, et puis après il y a tous les gens extérieurs. Et la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'à la présidentielle, on aura une gauche dispersée qui partira. Et ça posera un problème. Est-ce qu'en Corse, la gauche elle est plurielle? Alors je dis ça parce que on retrouve les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques du point de vue national, avec cette spécificité, une alliance ou pas avec les nationalistes. Oui, alors on a déjà parlé lors de précédents débats, effectivement, on l'a vu jouer lors de la municipale à Bastia. C'est vrai qu'il y a cette tentation, ou de la dernière cantonale partielle, toujours. Oui, cantonale partielle, en effet. Il y a cette tentation pour une gauche affaiblie de s'appuyer effectivement sur le camp nationaliste. D'autant qu'il y a des passerelles assez intéressantes qui se nouent. Il y a une partie de la gauche assez régionaliste qui arrive à dialoguer finalement, à mon avis, plus facilement avec les nationalistes qu'avec des pontes de la rue de Solferino. La problématique de la gauche aujourd'hui en Corse, c'est son poids électoral. Ah oui. Ouais. C'est la vraie problématique. Parce que je vais m'ouvrir avec les nationalistes, où on va... Combien tu pèses? Et à l'absence de leadership aussi. Et il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Elle est à reconstruire complètement. Au niveau national, elle n'est pas à reconstruire. Si on prend la gauche va faire un score aux élections présidentielles qui sera important. C'est mécanique, si on cumule l'opinion, l'électorat de gauche, il restera important. En Corse, c'est moins évident. Oui, parce que gros problème de leadership en plus effectivement, on le voit bien à l'Assemblée de Corse. Il repart de zéro complètement. Avec un président de groupe qui a été quand même très absent. On a du mal à voir émerger Maria Guidicelli d'un côté, Monsieur Bartoli de l'autre. Ouais. On a du mal à voir émerger véritablement un leadership à gauche au niveau régional. Alors messieurs, vous connaissez la règle de l'émission, 40 secondes pour résumer sa pensée, donner ses arguments. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui, même d'un point de vue idéologique, les amis? C'est avec vous, Sébastien, que je commence.
C'est avant tout un formidable millefeuille, on l'a dit. Audiard dirait éparpillé version puzzle. Puzzle, on dirait. Voilà. Bon, non, effectivement, plus sérieusement, il y a véritablement un corpus idéologique, je pense, à refonder. Je ne suis pas sûr que cette primaire qui s'ouvre à gauche sera cette occasion. Il risque surtout d'y avoir cette terrible guerre d'ego dont vient de parler Jérôme. Mais là, il faut véritablement que la gauche parvienne à transformer, si ce n'est laisser, réussir une mutation. On voit que la droite, vous parliez du vent de droite qui souffle partout sur l'Europe. On voit qu'on a un candidat de droite, François Fillon, qui est désormais très très bien installé. Un vrai candidat de droite. Il faut vraiment que la gauche se ressaisisse. 40 secondes, Jérôme. Idéologiquement, je dirais qu'il y a des gauches aujourd'hui. Il n'y a pas une gauche, donc il y a cette problématique-là. La gauche aujourd'hui, c'est une gauche qui potentiellement ne sera pas au second tour de la présidentielle. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières tendances des sondages montrent que ce sera Fillon-Le Pen. Maintenant, une élection, comme on l'a toujours dit, n'est pas jouée. Mais la gauche est plutôt mal parti. En plus, c'est le parti au pouvoir sortant. Quand on est sortant, c'est toujours beaucoup plus difficile. Mais on va se retrouver quand même dans une configuration intéressante, c'est que Fillon a exercé le pouvoir. Valls, toute la question aujourd'hui de Valls, je vais bientôt arriver à 40 secondes, c'est est-ce qu'il va porter le chapeau pour le quinquennat ou pas? Et est-ce qu'on va avoir un match de Premier ministre? Puis juste une chose que je trouve très grave, gros problème des adhésions aussi. Oui, c'est un parti très affaibli. 50 000, je crois, adhérents au Parti Socialiste. Ça aussi, je trouve ça terriblement grave pour cette famille-là. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur l'état de la gauche actuelle, notamment en Corse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Astel. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.